Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal à Rabat les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale. Il s'agit de 5 walis et de 4 gouverneurs. Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le roi. Le souverain a également présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat portant sur le déploiement d'un programme d'unité médicale mobile connectée destiné à améliorer l'accès aux prestations médicales des habitants du monde rural. Les autorités locales relevant de la province de Smara annoncent que 4 tirs de projectiles ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un mort et 3 blessés, dont 2 grièvement. Le procureur général du roi, après la cour d'appel de l'Aïoun, annonce que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête judiciaire suite à ces tirs de projectiles ayant visé plusieurs quartiers de la ville de Smara. La haute sollicitude de Sa Majesté le Roi envers les aveugles et les malvoyants et les efforts consentis par le Maroc pour améliorer leur quotidien sont fortement mis en avant lors de la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles. L'événement se poursuit à Rabat. Il aspire à renforcer les efforts communs pour l'autonomisation de cette catégorie. Cela passe également par des initiatives citoyennes et des méthodes numériques innovantes, efficaces, rapides et inclusives à découvrir dans ce journal. Bonsoir. D'abord, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, les développements sur Aden Ached. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu Cheikh Faisal Ben Thani Al Thani, président de la région Afrique et Asie à l'autorité d'investissement du Qatar, porteur d'un message verbal au souverain de l'émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Mercredi, mausolée Mohammed V à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse le Prince Moulay Ahmed, a présidé une veillée religieuse en commémoration du 25e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Le souverain, accompagné de Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay el-Hassan, de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse, le Prince Moulay Ahmed, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Samedi, Palais Royal à Rabat. Sa Majesté le Roi a reçu les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'administration territoriale. Il s'agit de 5 walis et 4 gouverneurs. Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة. Sa Majesté le Roi a ensuite présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la société Mediotechnology. Cette convention porte sur le déploiement d'un programme d'unité médicale mobile connectée destiné à améliorer l'accès aux prestations médicales des habitants du monde rural. Ce programme est un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et pour la réalisation d'un développement humain global et intégré. Il s'inscrit dans le cadre du projet royal de réforme du système de la santé et de généralisation de la protection sociale et représente un nouveau modèle d'intervention qui combine soins de proximité et télémédecine.
Les autorités locales relevant de la province de Smara annoncent que 4 tirs de projectiles ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un mort et 3 blessés, dont 2 grièvement. Et dans un communiqué, le procureur général du roi, après la cour d'appel de l'Ayoun, annonce que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête judiciaire après la mort d'une personne et la blessure de 3 autres suite à ces tirs de projectiles ayant visé des quartiers de la ville de Smara. Pour les précisions. Les autorités locales relevant de la province de Smara annoncent que 4 tirs de projectiles ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un mort et 3 blessés, dont 2 grièvement. Selon les autorités locales, ces tirs de projectiles ont concerné les quartiers suivants: Hay Lazab, Hay Salem et Hay Sinaï. Les blessés graves ont été transférés à l'hôpital de l'Ayoun pour recevoir les premiers secours et soins nécessaires. Les autorités ajoutent que la 3e personne légèrement blessée a pu regagner son domicile après avoir reçu les premiers soins, ajoutant que des dégâts matériels ont été enregistrés au niveau de 2 maisons et que les autorités locales, les services de la Sûreté nationale et de la protection civile ont été immédiatement dépêchés sur le lieu. Le procureur général du roi, après la cour d'appel de l'Ayoun, annonce dans un communiqué que la police judiciaire compétente a été chargée de mener une enquête judiciaire après la mort d'une personne et la blessure de 3 autres suite à des tirs de projectiles ayant visé des quartiers dans la ville de Smara. Selon le communiqué, le procureur général du roi, après la cour d'appel de l'Ayoun, a confié à l'équipe d'enquête la réalisation des expertises techniques et balistiques nécessaires afin d'identifier l'origine et la nature des projectiles ayant causé la mort d'une personne et la blessure de 3 autres, dont 2 dans un état critique, évacués vers l'hôpital de l'Ayoun pour recevoir les soins nécessaires. Le communiqué souligne que le procureur général du roi, après la cour d'appel de l'Ayoun, veillera à établir les effets juridiques qui s'imposent à la lumière des résultats de l'enquête. Les personnes en situation de handicap, y compris les aveugles et les malvoyants, ont toujours été au cœur des préoccupations royales. Le 13 octobre dernier, à l'ouverture du Parlement, le souverain a annoncé l'activation et aussi l'élargissement du dispositif de généralisation des aides sociales directes à de nouvelles catégories pour inclure justement les enfants en âge de scolarité en situation de handicap. Les efforts entrepris par le Maroc dans ce sens sont d'ailleurs mis en avant lors des travaux de la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles qui se poursuivent pour le 2e jour consécutif à Rabat avec la participation d'éminentes personnalités du monde de la politique, de la diplomatie, de la société civile et de plusieurs représentants d'organisations continentales et internationales des aveugles. Cette Assemblée générale vise essentiellement à mettre en avant les expériences africaines et internationales distinguées en faveur de l'autonomisation des non-voyants au niveau continental. L'Arbin Hayri, Soukiner Idrissi avec un commentaire de Boubkar Barghabret. La 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles, un conclave continental visant à fournir des recommandations en vue du parachèvement de l'autonomisation cognitive, sociale et culturelle relative à la protection des droits des aveugles et des déficients visuels. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des déterminants de la stratégie du Maroc dans sa profondeur africaine. Cette 10e assemblée, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'inscrit dans le cadre du renforcement des déterminants de la stratégie du Maroc dans sa profondeur africaine. Il s'agit aussi du fruit des nombreuses visites effectuées par Sa Majesté le roi dans plusieurs pays africains, ainsi qu'une traduction de la vision royale de notre pays pour la coopération africaine. Cette assemblée générale vise essentiellement à s'inspirer et à mettre en avant les expériences africaines et internationales distinguées à même de contribuer à la réalisation de l'autonomisation des non-voyants au niveau continental afin qu'ils puissent jouer un rôle agissant au sein de leur société, de leur pays et de leur continent. L'expérience que je viens d'obtenir ici au Maroc me permettra d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées visuelles du Burundi. Donc, les expériences acquises ici seront restituées aux aveugles du Burundi
mais en particulier aussi ils me permettront de faire le plaidoyer auprès du gouvernement du Burundi, surtout la ratification du traité de Marrakech, alors qui est très important pour les personnes handicapées visuelles. Cette reconnaissance constitue une motivation aux leaders africains dans leur action et efforts et un encouragement aux acteurs au sein des organisations œuvrant dans le domaine. C'est très important de les encourager dans la poursuite de leurs actions. Cette importante rencontre, qui se poursuivra jusqu'à demain, reflète l'engagement constant du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi en faveur d'une coopération sud-sud solidaire et agissante, et traduit également la ferme détermination du souverain à approfondir davantage les relations liant le Maroc à son continent d'appartenance, l'Afrique. Le Maroc a donc réalisé des avancées considérables dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap, y compris les personnes à déficience visuelle. La question occupe d'ailleurs une place importante dans les politiques publiques. Ces avancées sont même ancrées dans les différentes législations en faveur de cette catégorie, notamment la loi cadre 97/13, loi qui est relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap, ainsi que la promulgation de plusieurs conventions internationales pertinentes. Cela est fortement salué d'ailleurs par les nombreux participants aux travaux de la 10e Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles, des travaux qui se poursuivent à Rabat, dont la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et des Affaires sociales du Gabon, Madame Françoise Makaya-Veuve-Mbou. Je vous propose de l'écouter. Je tiens d'abord ici à remercier les autorités marocaines, en tête desquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Altesse la Princesse. L'organisation des présentes assises est parfaite et nous sommes très ravis de cette organisation. On reconnaît l'accueil légendaire du Maroc en cette circonstance. Le but de notre présence ici est de développer les axes spécifiques que nous entendons entreprendre dans notre pays, à savoir en faveur des personnes aveugles, à savoir l'autonomisation, l'insertion de ces personnes, cette catégorie de personnes dans la société. Dépasser le handicap visuel, c'est possible grâce à des méthodes innovantes. Il s'agit des nouvelles technologies de déchiffrage, des données qui sont au profit des malvoyants et des aveugles. Et bien derrière ces appareils révolutionnaires qui accompagnent les personnes à déficience visuelle dans leur quotidien, de jeunes compétences marocaines qui sont engagées à fournir de nouvelles solutions bien inclusives. Et parmi ces compétences, Adil El Maroufi, un jeune ingénieur en informatique. Le reportage Mehdi Chtaibi, Nawal Goulari et Zakaria Mokhembillah. De la taille du clavier d'un ordinateur, cet appareil innovant assure la même fonction au profit des personnes malvoyantes ou aveugles. Il leur permet d'écrire et de lire facilement des informations. Exploitant des technologies tactiles, ce dispositif peut se substituer aux techniques braille. S'appuyant sur ce procédé, le jeune ingénieur en informatique Nabil Maroufi développe et fournit des solutions informatiques facilitant l'apprentissage pour les malvoyants. Durant mon parcours personnel, le fait d'être malvoyant a représenté une grande difficulté pour accéder aux informations. Grâce aux techniques d'agrandissement et de lecture vocale, ces tâches sont devenues plus aisées. Après l'obtention de mon diplôme en informatique, j'ai créé une société pour procurer ces appareils aux malvoyants ou aveugles pour qu'ils puissent poursuivre leur scolarité d'une façon normale. Parmi les procédés utilisés, la lecture d'écran permet de lire à haute voix le contenu affiché. Une solution de nature à favoriser l'autonomie des malvoyants et les aider à dépasser l'handicap. Autre dispositif innovant, cet écran agrandissant la taille des caractères écrits afin de permettre au lecteur de lire d'une façon autonome. Cet appareil permet plusieurs types d'agrandissement, de l'ordre de 18, de 20 ou de 30. Cet agrandisseur électronique répond aux différents besoins. Il comporte une caméra qui enregistre la page du livre ou de tout document écrit. Il pourrait servir aux élèves scolarisés du primaire au secondaire ou aux personnes désirant de lire un journal ou de travailler.
Si ces dispositifs sont de plus en plus disponibles, qu'en est-il des prix? On peut dire que les prix de ces appareils de déchiffrage de données sont à la portée du plus grand nombre. La Fondation Alaouite pour la protection des aveugles contribue aussi à en fournir à travers ses 13 centres répartis sur l'ensemble du royaume. L'INDH encourage aussi à proposer ses produits au niveau des librairies des grandes villes. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les innovations techniques contribuent à faciliter l'accès à la connaissance et au savoir aux malvoyants, et de fait, à les intégrer dans le tissu socio-économique. Un chantier de développement auquel les jeunes compétences nationales comptent contribuer avec toute leur créativité, au bénéfice du développement de toutes les catégories de la société. Place à présent à l'analyse des faits marquants de la semaine avec le politologue et professeur de droit Moustapha Shehimi. Professeur Shehimi, bonsoir. Bonsoir. Retour tout d'abord sur le programme médical d'unités mobiles qui seront déployées dans le monde rural. C'est un programme qui va se concrétiser selon les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour lutter notamment contre les déserts médicaux, mais encore, professeur Shehimi. Vous avez fait la transition entre le précédent sujet et votre question. La transition, c'est quoi? C'est l'innovation. Pour ce qui est des aveugles, il y a donc un jeune Marocain ingénieur qui se distingue par l'innovation et l'utilisation de technologie. Et bien, c'est ce même principe, cette même préoccupation qui se retrouve aujourd'hui avec la décision royale donc de créer des unités médicales mobiles. C'est un programme, c'est pas limité, c'est 50 unités mobiles déployées dans 40 provinces. Évidemment, celles qui ont plus de difficultés pour ce qui est de l'accès des populations aux soins. Et c'est aussi un nouveau modèle d'intervention médicale. Alors, c'est quoi ces unités mobiles? C'est un médecin, 2 infirmiers, une assistante administrative. C'est important. Bien. Ensuite, ils sont rattachés à un plateau central où il y a quoi? Où il y a qui? Il y a 50 médecins généralistes, 100 infirmiers et évidemment aussi du personnel administratif. Et donc, c'est une télémédecine qui va fonctionner. C'est extrêmement important, c'est-à-dire à côté de la politique traditionnelle d'aide médicale et de soutien au niveau des délégations régionales, du ministère, des centres de santé et de ce que fait la Fondation, vous le savez, la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Qui dispose d'une grande expérience en la matière de plusieurs années. Il y a 20 ans, on ne le dit pas suffisamment, elle est peut-être discrète, mais elle fait beaucoup de terrain et elle a capitalisé un savoir-faire. Et donc son assistance, son concours seront précieux. Sur le plan médical, logistique, technique, à tous les niveaux. Son concours, son expertise seront précieux pour ces unités mobiles. Donc là, c'est quelque chose d'important. Donc on aura les caravanes habituelles, on aura le travail fait par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ce que fait également le personnel des départements de la santé, délégation régionale, et puis cette innovation-là. Je crois que ça, c'est important, ça prouve qu'on anticipe et on est dans une réflexion prospective sur les moyens technologiques d'améliorer l'accès des populations donc aux soins de santé. Donc la santé, justement, professeur Shehimi, qui est au cœur du PLF 2024. Quels sont les autres chantiers sociaux qui sont aussi au cœur du budget de l'année 2024 et qui s'érigent comme la priorité des priorités et qui devront aussi s'exécuter de manière en mode accéléré, on va dire, professeur Shehimi? Oui, vous avez raison. Le modèle de développement, le nouveau modèle de développement du Maroc va être essentiellement social. Bien sûr, il y a l'aspect économique, tout ça, mais fondamentalement, je relève la priorité donnée à la question sociale, à l'état social et à la promotion sociale. Alors, ça se décline sur plusieurs points. D'abord, il faut rappeler le programme de reconstruction d'El Haouz. 120 milliards de dirhams sur 5 ans, c'est extrêmement important. Il y a 8 milliards de dirhams pour les aides d'urgence, etc. Et il y a 14 milliards pour le désenclavement des zones, donc c'est 25 milliards au total, 25 milliards pour l'exercice 2024. Il y a aussi d'autres mesures sociales intéressantes à relever. Il y a la généralisation de l'AMO,
l'assurance maladie obligatoire, qui va être élargie donc aux citoyens qui ne peuvent pas quitter la cotisation minimale qui est prévue. C'est extrêmement important. Vous savez quel est le coût de cette mesure-là? C'est 5,7 milliards, prise en charge totale, parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de citoyens ne pouvaient pas payer la cotisation, même si elle était modeste. Il y a aussi des mesures intéressantes, l'AMO pour les travailleurs non salariés, c'est extrêmement important. Il y a également la réhabilitation et l'ouverture de 1400 centres de santé aussi, sans oublier l'emploi avec le programme AOREJ 2, qui se propose de créer 250 000 emplois. Le programme Força, qui a intéressé 10 000 porteurs de projets, mais qui va être réévalué en 2024 et au-delà. Et puis, il faut rappeler la politique d'aide au logement, c'est connu, j'y reviens pas. 100 000 dirhams d'aide directe, donnés donc aux primo-accédants pour des logements de moins de 300 000 et 70 000 dirhams pour les logements donc entre 300 000 et 700 000 dirhams. Il y a aussi des aides spécifiques, on n'en parle pas suffisant, pour les personnes à besoins spécifiques. C'est un budget de 500 millions de dirhams. Le programme Tessir aussi, Tessir donc 1,43 milliard de dirhams. Et puis le redéploiement, question du financement peut-être, on va redéployer un certain nombre de crédits budgétaires et on va également solliciter les collectivités locales et refondre évidemment des crédits prévus pour le Ramed Amo et pour Amo étudiant. Donc voilà de grandes mesures. Enfin, une politique sociale en marche, elle est globale, elle est intégrée, elle est inclusive. Donc on est dans le renforcement des fondements et des acquis relatifs à l'État social, à l'édification de l'État social, c'est cela? Pendant longtemps, on a eu dans le discours officiel des annonces et une rhétorique. Nous sommes entrés aujourd'hui depuis 2 ans et demi d'ailleurs, depuis l'annonce qui avait été faite par le souverain dans le discours du trône de 2021. Donc dans une autre approche stratégique, l'État social, la protection sociale qui est sa déclinaison, et la déclinaison de cette protection sociale sur un certain nombre de secteurs, dont les femmes, les veuves. Les veuves, ça profite à 120 000 personnes, il faut le dire, c'est extrêmement important, et d'autres secteurs. Donc tout ça, il y a une machine sociale qui est en marche et ne peut que s'accélérer, se consolider. Professeur Sremi, l'actualité, c'est aussi la première cause nationale. Avec le vote prévu demain au Conseil de sécurité de cette nouvelle résolution, quel est l'agenda ? L'agenda du mois d'octobre d'abord, c'était le 2 octobre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté un rapport dont nous avions parlé d'ailleurs sur ce même plateau, vous vous en souvenez. Le 16 octobre, c'était au tour de 2 intervenants, Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, et Alexander Ivanka, qui est donc chef de la MINURSO, qui était un russe. Et donc ils ont fait leur communication, c'était une séance à huis clos. C'était un briefing, donc de manière informelle, pas de communiqué. Maintenant, sur cette base-là, donc, qu'est-ce qui se passe? Traditionnellement, c'est l'ambassadeur ou l'ambassadrice américaine qui est le penholder. En l'occurrence, c'est une dame, c'est l'ambassadrice qui est la penholder. C'est Madame Kelly Craft, qui est le porte-plume et qui fait un avant-projet qui fait le tour des 14 autres membres du Conseil de sécurité. Le projet de résolution est finalisé selon les informations disponibles. Il va être soumis demain au Conseil de sécurité, donc avec une adoption d'une résolution qui va porter essentiellement sur plusieurs points. 1. Le mandat de la MINURSO prorogé pour 1 an jusqu'à la fin octobre 2024. 2. Le soutien à l'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. 3. La nécessité, l'interpellation du mouvement séparatiste et de l'Algérie pour se réinsérer dans le processus de négociation. Il faut rappeler tout de même que le mouvement séparatiste est sorti des différentes résolutions depuis 2020, puisqu'il ne respecte plus le cessez-le-feu. Il a dit qu'il serait même en guerre, avec des centaines de communiqués, vous le savez. Une communication fallacieuse. Oui, fallacieuse et fantasmagorique. L'Algérie aussi doit se réinsérer dans ce processus de négociation. Ce qui paraît se dégager, je donne ça sous toute réserve, c'est que validation du processus des tables rondes, les 2 tables rondes avec les 4 parties, Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste, mais il y aurait une adjonction
Informel, c'est-à-dire un processus de contact indirect, comme ça a été fait en mars dernier par l'envoyé personnel. Donc Merci. voilà, beaucoup de Maroc attend cette résolution avec sérénité et confiance, parce qu'il est sûr de son droit et de ses titres historiques. Merci beaucoup, professeur Sehimi, pour cet éclairage. Et du sport, pour terminer, le marathon de Casablanca qui s'est soldé par la distinction de nos athlètes, partageant le palmarès avec les Kenyans. L'athlète kenyan Limo Kipro a remporté cette 14e édition du marathon international de Casablanca. La deuxième place est revenue au Marocain Mohamed Tlahawi, alors que notre compatriote Montasser Zarou est arrivé troisième. Les organisateurs du marathon international de Casablanca ont réussi le pari d'une participation record à cette 14e édition, estimant le nombre de participants, c'est cela, à près de 10 500 des participants qui sont issus de 38 pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.